Bonjour tout le monde, ici Yannick Yao, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'expérience Yannick Yao. Aujourd'hui, je suis accompagné d'une nouvelle femme qui a créé quelque chose d'assez important, je pense, en plus dans ce climat de Covid-19, coronavirus, même si son invention peut servir à bien d'autres choses. Donc je vais je vais lui demander de se présenter rapidement. Je suis avec Madame Corinne Maurice Ouattara. Corinne, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Alors, je suis Corinne Maurice Ouattara. Je dirige une entreprise qui s'appelle MCM et une autre entreprise qui s'appelle Carmark. Et dans le cadre de mes activités, j'ai développé le Pass Santé Moussou. Pass Santé Moussou, c'est pour ça que je t'ai contacté. Parce que quand j'ai vu ça sur ton profil, j'ai dit ah, c'est super intéressant. Je dis ça parce que est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le Pass Santé Moussou et je dirai pourquoi. Alors, le Pass Santé Moussou, c'est une plateforme web et mobile qui s'associe à bijoux, donc bracelet comme celui que je porte ou encore un médaillon comme celui-là. Donc, qui permet d'avoir sur soi à tout moment ces informations personnelles et médicales. Donc, pour faire plus simple, je dirais que c'est un carnet de santé électronique qui se matérialise par un bijou. Donc, qu'on peut transporter sur soi à tout moment pour faciliter sa prise en charge et surtout son suivi médical. Ok, donc n'importe quel antécédent hospitalier qu'on a pu avoir, c'est enregistré. Exactement, c'est cela. Tu sais, quand j'ai vu cela, ça m'a fait penser en fait à deux personnes qui sont très proches de moi. C'est ma petite sœur et son enfant. D'accord. Parce que quand on était enfant à Abidjan, ma petite sœur, elle a commencé à faire des crises d'épilepsie. Aujourd'hui, Dieu merci, c'est fini, ça fait longtemps, elle a pris ses médicaments. Mais elle a commencé, mais il n'y avait pas ça. C'est ça. Et il y a à peine un an, son fils a fait la même chose. On était chez elle, on dormait tous, et il a commencé à faire une crise d'épilepsie, même si on était en France, même s'il y a le carnet de santé, je dirais, papier, mais avoir cela assez rapidement, et encore plus dans notre contexte ici, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, je pense que c'est réellement encore plus important. Est-ce qu'il existe quelque chose de similaire ou tu es la première à avoir créé ce genre de choses ici, je parle? Ici, non, il n'y a pas de similaire. Et ton histoire me rappelle un peu mon histoire. Oui, parce que quand j'étais élève, j'avais ce qu'on appelait une épilepsie partielle. C'est quoi une épilepsie partielle? Alors, contrairement aux crises où on tombe, on convulse, moi, je tombe tout court. Et je suis inconsciente pendant je ne sais pas combien de temps. Peu importe la position que j'ai, quand je tombe, c'est direct sur la nuque. Donc, j'étais sur phénobarbital, dépakine, cardinal, tellement de médicaments que c'était grave parce que c'était des encéphalos tout le temps. Et pire, personne n'arrivait à dire ce que j'avais au départ. D'accord. Donc, il fallait en son temps me faire accompagner toujours par un parent ou une amie en classe. D'accord. Oui, pour dire, écoutez, elle tombe là. Ouais. Non, ne la touchez pas, elle va s'élever. Parce qu'on ne saura pas ce qu'elle a, puisqu'elle ne convulse pas. Ce n'est pas une crise normale. Donc tu resterais, tu tombes, tu resterais. Je resterais, je ne sais pas pendant combien de temps, mais souvent quand je me réveille, je suis soit à la Pisa, quand c'était à Abidjan, quand c'était à l'école, quand je tombe, direct, je me retrouve à la maison. Donc combien de temps je suis restée dans les vagues, j'en sais vraiment rien. Et je tombais par moments sur le chemin de l'école. Donc tu vois comment c'est assez... c'est violent. Oui, aujourd'hui on le dit en riant, mais on m'appelait même cadavre ambulant parce qu'on se demandait... Oui, mais qu'est-ce qu'elle va devenir celle-là demain? Et donc, effectivement, tu as raison, parce que quand on a des séjours de crise comme ça, on a besoin d'avoir quelque chose sur nous qui parle, quelque chose qui puisse parler pour nous. Parce que là, je venais ici, c'est vrai que par la grâce de Dieu, depuis ma terminale, j'ai pu piquer des crises, mais il peut m'arriver d'avoir une crise là et personne ne pourra m'assister parce qu'on ne sait pas. Et je pense qu'on n'a tous pas ce réflexe d'avoir notre carnet sur nous. Non, non du tout. C'est pas comme un porte-monnaie, quoi. Bah oui. Donc, temps. je pense que derrière, c'est surtout la mobilité de l'information qui est très importante. Absolument. C'est ça. Absolument. Donc, c'est le bijou que tu portes au cou et le bracelet que tu as à ton bras, c'est ça? C'est la même chose. Je les ai en différents formats. Tu vois, je suis un cordonnier bien chaussé. Je l'ai en différents formats. Ça dépend. Moi, mes enfants ont celui-là. Moi, j'ai ça. Mais j'aime bien celui-là parce que je suis un peu garçon manqué. Donc, j'enlève jamais. Donc, du coup, voilà. Parce que pour moi, l'expérience toute petite, ça m'est vraiment resté en tête. Donc, du coup, je le porte à tout moment parce que, voilà. Ça a pris combien de temps pour concevoir cela?
Alors, vraiment, ça a été quelque chose de rapide, je dirais. Parce que, tu vois, l'idée, c'est venu en 2014, quand il y a eu l'événement avec le décès du jeune mannequin Awa Fadiga. Je ne connais pas du tout, explique-moi ça. Alors, en 2014, il y a eu, c'était terrible ici parce qu'il y a un jeune mannequin, c'était le mannequin d'Orange, je pense. D'accord. Un jeune mannequin de 23 ans. C'est un Ivoirien? Une Ivoirienne. C'est une Ivoirienne, pardon. C'est cela. Awa Fadiga, oui, d'accord. Oui. Donc, elle s'est fait agresser dans la nuit, transportée à l'hôpital. Donc, elle a succombé à ses blessures, mais il y a eu 2 oppositions, tu vois. D'aucuns criaient l'incompétence des médecins et également la mauvaise prise en charge, les conditions pas du tout bien. Et tu vois, le corps médical, pour eux, ils n'avaient aucune information sur ce patient-là. Ouais. Voilà. Donc, il y avait 2 positions. En ce moment-là, moi, je revenais de Paris direct. Et tout ce qui était QR code, tout ça, ça venait de sortir en 2014. Et à la base, j'ai une agence de com. Je me suis dit, mais attends, si on peut y mettre une carte de visite, des vidéos dans le QR code, on peut également mettre tout ce qui est de la santé en plus. Absolument. Donc, pourquoi ne pas faire? Donc, sur le coup, j'ai constitué une équipe de 3 personnes. Ouais. On a développé, j'ai écrit le projet, on a écrit les codes, on a développé. Et voilà, en moins de, je vais dire même pas 3 semaines, on avait fini de travailler dessus. D'accord. Sauf que c'était un peu trop tôt. Donc, je suis allée au ministère. J'étais trop contente. Tu m'étonnes. On m'a foutu la porte au nez. Sérieux? Oui, mais écoute, au départ, on n'était pas encore vraiment à l'aide du numérique. Et puis, c'était un peu trop tôt, je pense. Tu penses? Oui, je pense. Et voilà, c'est allé un coup. On n'a pas baissé les prix. J'ai juste laissé en stand-by. Et en 2016, je me suis dit non, ça ne peut pas rester dans le placard. Il faut que j'avance avec, en fait. Donc, en 2014, tu conçois ton projet en 3 semaines, si je comprends bien. Bah oui. Tu vas voir, on va dire, les autorités compétentes pour leur présenter cela. Et ils te disent non. Et ils te disent non par rapport à quoi? Parce que est-ce que tu cherchais du financement? C'était quoi? Non, du tout. Pour moi, en fait, quand je partais, j'étais trop contente parce que je disais... Et voilà ce que j'ai dit. J'ai dit, j'ai un projet, je le fais porter par les autorités. Et moi, derrière, je suis la structure qui travaille dessus. Moi, voilà. Et je me dis que certainement que c'était pas encore ça. On n'avait pas vraiment accepté le virage numérique. D'accord. On n'avait peut-être pas encore vu l'importance d'intégrer les nouvelles technologies à la santé, certainement. Par contre, il y a quelqu'un là-bas qui est présentement à la CNDT qui m'a appelé et qui m'a dit, en fait, il faut plutôt rediriger vers ce volet-là et ne te décourage pas, continue de développer. À un moment donné, tu verras qu'on fera appel à toi. Et donc, ça m'a plutôt motivée au-delà de la porte qui m'a été fermée. Et voilà, on a continué à travailler jusque maintenant. Je pense qu'il a eu raison de nous demander de persévérer parce que, voilà. Ok. Je suis abasourdi. Parce que je peux comprendre qu'on va dire, on a, au niveau de notre population, éventuellement, une grande partie n'est pas au fait du numérique. Mais que, et je ne leur jette pas la faute, mais je trouve ça très intriguant qu'à ce niveau-là, quelqu'un qui ramène un projet qui est absolu, je pense de tout temps, on a besoin de cela, santé, on l'utilise, ok. Et c'est pour ça que je te demande, est-ce que tu cherchais aussi de l'argent ou pas du tout? Non, du tout. Parce que généralement, c'est quoi non, après, on est vraiment habitués, nous, les entrepreneurs, à savoir que, bon, écoutez, on ne vous donnera pas forcément de l'argent. Yes. Je me souviens que le projet, quand on l'a monté, moi, j'ai présenté tous les avantages et j'ai dit, moi, ce que je veux, ce soit porté par les autorités, parce qu'après, c'est de la santé publique. Bien sûr. Et moi, je suis la structure derrière qui travaille avec mon équipe. Yes. Et puis... derrière, le plus important même, c'est de savoir qu'on a participé à un projet d'un tel impact. Bien sûr. Pour moi, c'était le plus important. Et vraiment, on était très, 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 très contents. Non, quand j'imagine. je partais, mais quand je revenais, j'avais le visage... Non, mais t'es découragée. Oui, c'est clair. Parce que j'ai attendu... je ne pourrai jamais oublier ça parce que j'ai attendu... J'avais rendez-vous à 11h, je suis venue à 10h30, je suis toujours à l'heure. Toujours, je confirme. J'ai été reçue à 13h et j'ai été reçue 5 minutes. Ok. Donc, non, j'ai été reçue à 15h, donc j'ai fait 5 heures d'attente dans la salle d'attente. Pour 5 minutes, pour 5 minutes. on te dit, c'est pas la peine. Oui, direct.
Mais bon, je pense que c'est les expériences. Ouais, mais c'est clair, c'est clair. Non, mais après, comme tu le dis, en tant qu'entrepreneur, je pense qu'on parle la même langue. Et pour tous ceux qui veulent se lancer, il faut bien comprendre que ça va être plus du non que du oui. Oui, plus du non, mais je pense que le non doit nous amener à redoubler d'efforts. Oui, c'est ça. Le non ne doit pas nous amener à nous asseoir. Bien sûr. Alors, de 2014 à 2016, comment on t'a dit non, vous avez fait quoi? Tu as laissé ça et en 2016, tu as ressorti ça entre guillemets du placard? Oui, en 2014, quand on me l'a dit, franchement, j'ai mis dans un placard. Surtout qu'en plus, je m'étais dit, enfin, j'avais eu la stupidité, je pense, de croire que je pouvais faire appel à des développeurs, des étrangers où on allait mieux développer. Donc, je me suis fait arnaquer 12 000 euros. C'était tout mon fonds de commerce. Ok, les développeurs, les développeurs d'où? De quel pays? Bah oui, je les avais pris en France, je te promets, ils ont disparu avec moi. Okay. Et ça m'avait vraiment cassé le moral. Donc, du coup, on l'avait rangé parce que je venais de me faire fermer la porte au ministère. Je venais de me faire piquer 12 000 euros. J'avais vraiment souffert par ce blé. Donc, du coup, j'ai vraiment rangé. Et en 2016, je me souviens bien, au mois de mai, je vois un projet de la Banque mondiale qui lance un concours, qui dit ils ont besoin d'avoir une plateforme, une solution qui va permettre de hiérarchiser le taux de mortalité et de morbidité. Et dans le domaine de la santé, j'ai dit là, ça tombe bien. Seigneur. Oui. Et j'ai dit, je vais tester là-bas. D'accord. Si là-bas, c'est pas bon, c'est que vraiment, il faut foutre ce truc-là loin, quoi. Et je le ressors. Juste, je vais présenter. Et pour te dire la vérité, j'ai présenté en 2 minutes, j'étais stressée. Après avoir présenté, je suis rentrée direct à la maison. C'était devant un jury? Oui, c'était un jury. D'accord. J'y croyais pas moi-même. Ok. Donc, je suis rentrée. C'est après qu'on m'a dit, mais on t'a appelé là-bas, tu faisais partie des personnes qui ont été retenues. Okay. Oui. Donc, ça m'a vraiment motivée avec mon équipe. On s'est dit, bon, écoute, si ça touche un peu la Banque mondiale, la Fondation WebAid, si ça le touche, ok, je pense qu'on va retravailler. Donc, c'était juste la plateforme. Ouais. Là, on a sorti le prototypage rapidement. Okay. En 2-3 semaines, je l'ai sorti. J'ai dit, bien, ça, on va à la finale, on va présenter. Et puis, oui, il y avait des lauréats, on était les 2e. D'accord. Et surtout, nous, ce que ça nous a donné, c'était pas... C'est vrai qu'on a eu un prix. C'était notre premier prix avec ce projet. Mais c'était pas surtout ça. C'était de savoir que, oui, ça a retenu l'attention. Oui, ça parle à des personnes. Et c'est un programme Banque mondiale. Quel est le programme qui vous a battu, entre guillemets? Alors, le concours, c'était le concours Tekmuso. Et le programme, c'était Wafumbo, je pense. C'était 3 femmes, Wafumbo. Je ne connais pas tout le contenu du projet, mais c'était ça. Et donc, ils ont eu le premier prix. D'accord. Et pour moi, ce n'était pas d'être le premier ou d'être la dernière, mais c'est d'être dans le trio, surtout. Okay. Mais de savoir que ça pouvait parler à quelqu'un. Absolument. Donc, du coup, à partir de là, c'est fini, on n'a plus lâché. On n'a fait que redévelopper, améliorer. Et après 2016, 2017, j'ai organisé moi-même avec les prix. Parce qu'on sait tous que les entrepreneurs, c'est pas... On ne bénéficie pas d'accompagnement vraiment. Non, donc, moi, c'est surtout nos prix qui m'ont permis de lancer une pilote. D'accord. Pour tester. Tu t'étais présenté à des banques pour financer cela ou pas? Oui, je l'ai fait. Avec un business plan et tout cela? Un business plan, travailler des heures, étudier. Oh non, mais des études de faisabilité. Qui t'a dit de faire des business plans et des études de faisabilité? Non, mais attends, quand tu vas à la banque, ouais. Il faut être bancable en fait. Il faut travailler son modèle économique. Je pense que finalement, ça, je peux même donner des cours. Je pense. Pour moi-même personnellement, pour m'être fait rejeter plusieurs fois par les banques. On ne te dit pas pourquoi d'ailleurs même. Oh, je le sais maintenant. Je le sais maintenant. C'est que les banques, j'avais parlé avec un conseiller bancaire. Et j'ai un gars que je suis sur YouTube, il s'appelle Voussi Tambekouayo, c'est un Sud-Africain. Et il te dit, les business plans, ce n'est pas fait pour les entrepreneurs. Non. Les banques ne financent pas une idée. Elles financent
je dirais. Viabilité de quelque chose. C'est même pas viabilité, c'est est-ce que effectivement, si ton projet ne fonctionne pas, elles peuvent se rattraper sur quelque chose. C'est cela. Donc elles ont besoin déjà d'avoir quelque chose qui a déjà fonctionné. Donc si tu viens, tu dis je vais ouvrir un restaurant dans un secteur d'activité qu'elles connaissent bien, elles vont dire ok, on connaît. Ou sinon, si tu viens avec un projet innovateur, il faut que tu aies une maison en hypothèque, ce genre de choses pour qu'ils puissent te financer. Sinon, c'est pas la peine. Ouais. Ça, Donc les banques ne financent pas de business plan. Donc, Non. tous les entrepreneurs, n'allez pas voir les banques si vous avez juste un plan. Moi, j'ai vendu ma voiture, je me souviens. Parce que oui, il fallait que j'ai de l'argent en plus il fallait que je fasse un pilote. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un projet que tu as sur toi si tu ne l'as pas testé en fait. Et si tu ne sais pas ce que ça donne. Et moi, le pilote, surtout quand on est dans du numérique, dans du digital, permettait de tester la faisabilité, d'améliorer en plus. Et je pense que c'est ce qui m'a permis d'avoir cette solution-là. Parce que celle-là, je ne sais pas, c'est la quatrième version. On a tellement amélioré. Oui, parce qu'on partait en zone rurale, on ne se contentait pas que d'Abidjan. On est allé à Ferké, on allait à Krogo, on allait à Boaké dans les fins fonds. Même pas, je ne parle pas des villes même. D'accord. Donc on partait et on s'est rendu compte que, en fait, il y a de la connexion aussi là-bas, quand même, contrairement aux apparences. Mais comment adapter à une population qui est majoritairement analphabète? Est-ce qu'elle va l'accepter? Mais j'ai été surprise parce que... Et je pense que c'était ça aussi le succès des mobile money en Afrique. On a tout le temps pensé qu'à cause de l'analphabétisation, ça n'allait pas passer en Afrique. Alors qu'il suffit juste, je pense que c'est l'éducation. Il suffit juste d'être formé et ils le font, ils l'utilisent sans problème. En réalité, après, moi quand tu me parles, quand je pense au Pass Santé Mousso, il remplace le carnet physique papier. C'est ça. Donc c'est pas très compliqué finalement. Ouais. Tu portes ton médaillon, tu portes, comment on appelle ça, ton bracelet, tu vas chez le médecin, il enregistre sa chose, fini. C'est fini. C'est ça en fait, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple parce que je donnerai différents exemples. Je donne l'exemple de, là je t'ai parlé de l'épilepsie, bon, on va mettre ça en stand-by, je te prends que le cas de moi asthmatique, en plus je suis asthmatique. D'accord. Donc il faut comprendre le cadavre ambulant en fait qui était... Il y avait tout. C'est ça. Donc tu vois quelqu'un qui pique une crise, là je tombe. Il ne faut pas tomber maintenant. Non, je ne tomberai pas, je touche du bois. Ok. Et puis si je tombe, tu sais, il y a le Covid, donc je risque d'être testé positif. Ouais, en plus, les gars. Non, mais on rigole, on va en parler tout à l'heure, mais en rigolant, les gars, ils te disent Covid pour tout et n'importe quoi. Voilà. Okay. Donc, du coup, tu vois que là, je tombe. Quand tu me prends pour m'assister, que tu appelleras dans un premier réflexe les pompiers. Oui. Voilà. Donc, s'ils ne savent rien, absolument rien de moi, je ne sais pas ce qu'on va m'injecter. Oui. Moi, je suis allergique à la quinine. D'accord. Donc, quand on parle de quinine qui règle le problème du Covid, moi, ça ne me concerne pas du tout, en fait. Tuer. Voilà. Okay. Je suis allergique à la quinine, je suis épileptique, j'ai la sinusite. D'accord. D'accord. Donc, j'ai des antécédents d'épilepsie. D'accord. Même si ça fait au moins 20 ans passés, mais j'ai des antécédents. Donc, tu vois qu'il est important pour l'urgentiste, là, d'avoir toutes ces informations-là pour moi m'assister. Tu prends le cas de quelqu'un qui est diabétique au village, qui ne sait pas diabétique, et qui a une crise, qui va à l'hôpital, on dit que c'est le sorcier. Son dos est large, le sorcier. Et pourtant, parce qu'il ne se savait pas, ce n'est pas la faute même du médecin, parce que le patient lui-même ne se savait pas. On n'a pas la culture d'avoir notre bilan de santé, nous. Absolument. Donc, ça peut pousser également à demander aux gens d'avoir le bilan de santé pour avoir les dossiers à jour. On parle d'inégalité au niveau des infrastructures, tu me diras. Mais avec le pass, tu vois, je pourrais être, je vais dire, Dalois, simplement, et que j'ai besoin de voir un cancérologue de renom ici. Est-ce qu'il faut que je me déplace par moment quand je n'ai pas peut-être vraiment les moyens? Mais il y a la téléconsultation qui existe. Absolument. Il y a la télémédecine. Absolument. Donc le médecin pourrait consulter mon dossier et on pourra échanger. Et si ça nécessite que je me déplace, je pourrais me déplacer. Tu vois, donc il y a un gain de temps, il y a un gain d'argent également avec. Donc c'est véritablement tout un process, mais surtout connaître l'historique du patient en face. Absolument. Quand tu dis éducation, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que tu as fait ce que, comment on appelle ça, il faut, en plus en tant qu'entrepreneur, tu as rencontré, entre guillemets, tes clients où ils sont.
C'est-à-dire ils sont à une certaine étape, c'est pas la peine d'essayer de les convertir, il faut juste parler leur langue. C'est ça. Donc tu leur as facilité la chose. Porte ton bracelet, va voir ton médecin, boum, il va faire ton truc. Et c'est pour quand on parle de mobile, tu as utilisé le mobile money, on parle tous d'argent. Donc tu vas envoyer de l'argent, tu dis ton numéro de téléphone, tu mets, c'est fini. Donc tu as facilité la chose et c'est ce que nous en tant qu'entrepreneurs, et je pense réellement que c'est nous qui allons changer entre guillemets les choses, pas forcément les hommes politiques. Je leur en veux pas. Ils font avec ce qu'ils ont trouvé des institutions, ils font ce qu'ils peuvent, machin. Pas des salariés entre guillemets, puisqu'ils suivent grosso modo les gars qui entreprennent, les chefs d'entreprise. Donc je pense que c'est nous qui avons la vision, qui effectivement ne devons pas lâcher l'affaire quand on nous dit non par des institutions dont on pense que réellement normalement elles devraient nous pousser alors que c'est pas le cas. Mais quand tu as quelqu'un comme toi qui lâche pas l'affaire, en plus ça va beaucoup plus loin que le côté je dirais financier. Si réellement ça te parle à toi, c'est ton histoire. Alors. C'est ça. Donc, ok, pourquoi je vais lâcher ça alors que moi-même j'ai eu ça. Donc, et sachant qu'il y a des milliers, voire des millions de personnes qui sont dans ce cas-là. Oui. Incroyable. J'adore ça. C'est génial. Non, Direct, tu pourrais pitcher mon projet, quoi. Absolument, mais attends, j'ai vu ça, j'ai dit, Passe Mousseau. Attends. Alors pourquoi tu l'as appelé Passe Santé Mousseau? Oh, ça m'aurait étonné que tu ne me poses pas la question, en fait. Alors, je t'ai dit qu'au départ, il ne s'appelait pas Passe Santé Mousseau, il s'appelait Passe Santé tout court. D'accord. Le Mousseau, on l'a mis quand on faisait le concours Tech Mousseau, parce qu'il fallait, on voulait rentrer dans le concours. Donc, c'est le concours dont tu me parlais? Oui. D'accord. Donc, on l'a mis. Mais en même temps, on cherchait un nom local. Je ne voulais pas un nom anglais. C'est vrai qu'on est à l'ère de la mondialisation, mais je voulais un nom local. Alors, je ne pouvais pas mettre un nom BT. Ma mère est BT. Je ne pouvais pas mettre un nom Djoula. Mon papa est Djoula. J'ai cherché, dit bon, on va faire simple. De nos jours, il y a trop peu d'initiatives féminines qui sont mises en avant. C'est vrai? Oui, surtout dans les nouvelles technologies. Généralement, l'entrepreneuriat féminin, on aime limiter ça à l'entrepreneuriat de première nécessité, ce que je déplore. Couturière, vendre des aubergines, non. D'accord. Donc, j'ai voulu garder quelque chose. Je dis, bon, on va mettre le Mousseau. D'accord. Non pas parce que c'est pour les femmes, mais c'est surtout encourager l'entrepreneuriat féminin, mais surtout encourager des femmes entrepreneurs à oser entreprendre dans un domaine entre guillemets qui s'est dit homme. Alors, d'accord. C'est juste pour ça. Et après, j'ai voulu changer, mais ça m'a dépassé moi-même parce que le Passe Santé Mousseau était déjà parti. C'est signé. Et donc, changer, ça va demander vraiment beaucoup de temps. Mais c'est rentré dans la tête des gens, donc ça n'a pas besoin. Passe Santé Mousseau, on prend. C'est ça. Et un point, tu disais, tu trouves que l'entrepreneuriat féminin, éventuellement féminin tech, n'est pas assez poussé? Parce que j'ai l'impression que je vois que ça. Oui, de nos jours, ces temps-ci, oui. Mais à un moment donné, non. D'accord. À un moment donné, non. C'est vrai que maintenant, on encourage beaucoup les femmes à évoluer dans le milieu de la tech. Et il y a eu beaucoup de sensibilisation à dire qu'il n'y a pas de métier stéréotypé, que les femmes peuvent évoluer dans les mêmes domaines. Donc, certaines ont osé, franchement. Sinon, à un moment donné, quand tu entendais parler d'entrepreneuriat féminin, c'était couturière, coiffeuse, vendeuse, je veux faire du commerce, je veux vendre des habits, je veux vendre de ceci, ou pire, je veux travailler dans un bureau. Prendre le risque d'entreprendre, mais encore dans un domaine qui est vraiment abstrait, parce que là, dans l'innovation et autres, dis-toi que, 2014 à 2019, moi j'ai eu mon agrément avec le ministère de la Santé, tu vois, j'ai fait pratiquement 5 ans. Ouais. Donc, tout le monde ne peut pas attendre 5 ans. Tout le monde ne peut pas persévérer 5 ans. Donc, c'est cette attente qui est véritablement difficile, qui fait que par moment, on essaie et puis on abandonne en cours de route. Mais je pense qu'au fur et à mesure, moi, je vois des initiatives féminines, ça et là, dans les nouvelles technologies. Et il y a des femmes qui développent merveilleusement. C'est génial, en fait. Ça fait combien de temps que tu es une femme? On dit entrepreneuse ou on dit entrepreneur? On dit entrepreneur, mais t'en as eu à la fin, je pense. Ok, femme entrepreneur, super. Oui, ça fait combien de temps? Alors, 2012. 2012 que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat? Je vais aller beaucoup plus loin. Ok. En 2018. Comment ça?
Tu étais Non, salarié non, pas auparavant, 2018, 2000, avant la guerre, avant les élections, 2010. D'accord. Oui, 2010. J'étais salariée, Ouais. mais j'étais entrepreneur. D'ailleurs, j'ai lancé un premier salon en Côte d'Ivoire qui était le salon de la communication du marketing par objet, le MCO. Donc, en fait, comme je le dis, j'avais pas l'esprit fonctionnaire. C'est ça. C'est-à-dire Travailler dans un bureau, quitter la maison, venir travailler dans un bureau, travailler pour... Non. Ce qu'on appelle en Europe métro, boulot, dodo. Voilà, parce que moi, j'étais étudiante, j'ai fait la faculté de droit ici. D'accord. Et je voyais mes cousins, mes oncles venir dire « Ah, on a fini depuis là, il n'y a pas de travail. » Je dis « Mais attends, cette histoire-là, nous, quand on va finir, on va où ?» Donc, du coup, je me dis « Bon, il faut que moi, je me fasse une promesse. Il faut que j'enlève ne serait-ce qu'une seule personne dans le chômage. Enfin, je vais créer de l'emploi. » Et ça n'a fait que m'encourager. Ouais. Et quand on a quelqu'un qu'on idéalise, comme moi j'idéalisais Marie-Catherine Kouassi, pour moi c'est le top level. C'est qui Marie-Catherine? Marie-Catherine Kouassi est journaliste. Radio Cocody. Alors ne sois pas surpris par les questions que je pose. Je viens juste de revenir en Côte d'Ivoire. Donc j'étais en France pendant Alors Marie-Catherine Kouassi, c'est une femme superbe. En plus, elle est très belle. Ok. Je suis marié. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas plus belle que ma femme. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Alors, Marie-Catherine Kouassi, puis en plus, elle a la radio Cocody FM, c'est la première femme, je pense, qui dirige une radio. D'accord. Et donc, moi, ma mère tendait à me dire, mais la femme, elle est belle, là. Regarde ses yeux. Tu sais que tu as ses yeux. Je dis, bon, finalement, je vais tout faire pour ne pas avoir que ses yeux. Je vais avoir au-delà de ses yeux, puis on va y aller. Donc, j'ai commencé, même quand je travaillais ça et là, j'avais des petits trucs, je faisais des petites imprimeries, je organisais des événements, des salons. Et en 2012, ça m'a pris, j'ai carrément démissionné pour me lancer, pour être vraiment à plein temps dans ce que je fais. D'accord. Est-ce que tu es mariée? Divorcée. Divorcée, ok. Quand tu t'es lancée, tu étais toujours en couple ou pas? Oh, ça posait un gros problème. C'est là où je veux en venir. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pour ça que quand tu... Parce qu'il fallait faire un choix après. D'accord, ok. Avec ton couple. Oui, parce que j'étais beaucoup dans le travail et je comprends, c'est normal en fait. Parce que mon mari en plus, c'est un Français. C'était un Français. Donc du coup, toujours fait la navette à Abidjan. Quand tu dis c'est un Français comme moi ou c'est un blanc? Blanc. D'accord, ok. D'accord, c'est pas pareil. D'accord. Donc toujours fait la navette Abidjan-Nantes. Il ne voulait pas voir sa femme chaque 2 semaines. Il voulait la voir en permanence. Alors que sa femme, elle voulait vraiment... T'es appelé? T'as eu ton appel? Oui. Et en plus, il y a quelque chose qui était vraiment pour moi important, c'est que je suis l'aînée. D'accord. Et pour moi, de combien d'enfants? De 4 enfants de mon père. Enfin, de ma mère et de mon père, je suis la 3e, la Benjamin, c'est ça? C'est comme ça que ça... Dans la cadette, t'es la dernière de mon père, je suis la 3e. De ton père, t'es la 3e. Vous êtes 7 ou 6? On est 6. Vous êtes 6? C'est ça. D'accord, ok. Et donc, du coup, le problème que ça posait, c'est que moi, j'avais l'obligation de montrer l'exemple. Tu vois? La tête de locomotive, on te disait? Voilà. Donc, du coup, je ne peux pas abandonner tout. Parce qu'il voulait que j'abandonne pratiquement tout. Et ça... C'était vraiment pas... Je pense que j'aurais été très malheureuse de rester femme au foyer, simplement. Je voulais faire les deux, mais on avait tendance à me dire qu'une femme, ça ne peut pas chercher l'argent et chercher le foyer. Donc, du coup, il fallait que je fasse un choix. Et puis, je pense que j'ai toujours fait le choix. Alors, je trouve ça assez incroyable. Je dis ça parce que récemment, j'ai eu des enfants, j'ai eu des jumeaux. Waouh, j'en veux, des jumeaux. Tu veux des jumeaux? Je cherche, mais j'en trouve pas, donc c'est plus la peine, j'en veux plus. D'accord. Je dis ça de voir ma femme, parce que ce sont mes premiers enfants, peut-être qu'on en aura d'autres, mais pour l'instant, c'est mes premiers enfants. De voir ma femme dans cet état-là, on dit souvent, c'est moi qui le dis, tu peux dire, ok, être enceinte, c'est fatigant, tu souffres et tout, mais tant que tu ne le vis pas toi-même, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Non. Donc je peux décrire, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc de voir cela, uniquement cela, et c'est un hommage à toutes les femmes qui sont enceintes, qui ont porté la vie et tout ça, je pense que vous pouvez tout faire. Je ne pense pas qu'il y a un métier qui soit dévalué aux hommes ou il y a un métier qui soit dévalué aux femmes. Néanmoins,
le côté entrepreneuriat, je pense déjà avec tout le stress que vous avez, si vous avez des enfants, si vous avez un homme, c'est aussi un autre enfant à gérer. C'est clair. Un gros bébé. Voilà, exactement. Potentiellement la famille, tout ce que vous avez à gérer, je pense que rajouter le côté entrepreneurial, je pense que personne ne peut imaginer ce niveau de stress auquel on est soumis. Parce que finalement, le parcours, t'es très seul. Oui, très très seul. Bon, dans tes idées. Oui, dans mes idées, parce qu'il y a des moments où c'est clair que quand tu rentres, tu veux pouvoir partager ce stress-là. Tu n'arrives pas à le partager parce que pas la même du coup, en fait, quand tu essaies, en essayant de le partager, tu as l'impression de ramener le boulot à la maison. Tu comprends? Donc tu essaies de vouloir faire la part des choses. Mais même toi, tu ne sens même pas que c'est du boulot. C'est ça en fait. Tu ne sens pas que c'est du boulot. Tu sens pas que c'est du boulot. Et l'une des choses que j'adore, excuse-moi, je te coupe, mais parce qu'on est dans un truc que j'adore. Quand tu es entrepreneur, c'est ta propre entreprise, c'est comme un nouvel enfant que tu es en train d'élever. Clairement. Donc, là où tu es salarié, et ce n'est pas un mal pour les salariés, mais quand tu bosses pour quelqu'un, tu ne vas pas hériter de cela. Quand tu montes ta propre boîte, tu peux le passer à tes enfants, tu peux faire ce que tu veux. Si demain tu es salarié et que tu te fais virer, ou en tout cas tu démissionnes. Ils vont te remplacer le même jour. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas pareil quand. Donc quand tu en parles effectivement potentiellement à des gens, ton entourage, tes proches et tout, c'est compliqué quand malheureusement ils ne comprennent pas. Mais c'est normal en fait, ils ne comprennent pas puisqu'ils ne sont pas dans le même état d'esprit en fait. Non. Moi je pense que derrière le plus gros soutien que moi j'ai eu, heureusement je dirais que c'est ma famille. Ma famille qui me comprend vraiment, qui me soutient dans tout ce qu'on a à faire. Et surtout mes garçons, là, pour moi, c'est vraiment, voilà, je suis comblée avec eux. Oui, parce que même quand j'ai des concours, ils m'aident à pitcher mes textes. Ils connaissent mon projet par cœur. Ils ont quel âge? Le plus petit a 11 ans et le plus grand a 13 ans. C'est des ados. Ouais, mais ils peuvent être fiers. Oui, donc voilà. Après, il y a derrière moi, il y a une forte équipe qui croit vraiment au projet, qui se bat, qui avance et qui chaque matin dit DG, ça va aller. Moi, je sais que ça va aller un jour. DG, calme-toi. T'as combien de gars? Alors, nous sommes au total 10. D'accord. Nous sommes au total 10. Et je pense que c'est vraiment... ce n'est même pas une équipe, c'est une autre famille en fait. C'est une autre famille qui épouse ta vision. Et c'est surtout ça, qui épouse ta vision. Donc quand tu les vois les matins, quand même dans ton esprit tu es un peu abattu, tu te dis, oula. Moi une fois, mon assistante est venue dans le bureau et me dit, DG, c'est à cause de toi qu'on tient. Donc si tu as cette mine-là, nous on va faire quoi? Absolument. Donc il faut te ressaisir. Elle a dit, elle est sortie tranquille. Ça m'a passé 2 fois dans la tête. Parce que là, j'étais déprimée, je venais de prendre un coup. Parce que je venais d'apprendre qu'il y avait un concurrent étranger qui venait d'arriver en Côte d'Ivoire. Et du coup, il y avait toutes les autorités là-bas. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi cette histoire? Donc, j'avais commencé à déprimer. Bon, quand elle m'a dit, je me suis relevée, je lavais le visage, je me suis remis sur mon ordinateur. 100 à l'heure, je suis partie. Et tu vois, ça, c'est important de savoir qu'écoute, tu n'es pas seul dans le bateau. Il y a vraiment une équipe qui compte sur toi, en fait. Mais ils te renvoient ce que tu leur envoies. C'est ça. Je dis toujours, ça part de la tête. C'est ça. La manière dont tu vas te comporter avec eux, ils vont vouloir te renvoyer l'ascenseur, entre guillemets. C'est ça. Et pour ceux qui sont dans ce prisme, c'est une femme avec qui j'ai eu une interview hier qui disait ça. Qui utilisait beaucoup le mot prisme. Bon, bref, quand tu es dans cet état d'esprit, c'est là où tu gagnes. Parce que ça va au-delà du boulot. Les gens, ils sont contents de venir au boulot. Oui. Tu vois. Et je ne sais pas, ce côté entrepreneuriat, moi, en plus, quand tu as la chance de pouvoir embaucher des gens, je ne parle pas quand tu es tout seul, quand tu as la chance de pouvoir embaucher des gens parce que tu as fait le taf et tout, tu te rends compte que tu impactes la vie de 10 personnes qui, eux aussi, ont des familles à nourrir et tout. C'est-à-dire que pour moi, c'est une grâce. C'est ça, en fait. Du coup, tu vois que je suis rentrée j'ai tenu ma promesse. Je voulais enlever ne serait-ce qu'un seul. J'ai derrière moi plusieurs personnes avec qui c'est clair, quoi. Donc, du coup, tu vois, le Pass Santé, c'est vraiment c'est un bébé, c'est une histoire, c'est un parcours. Et surtout, moi, quand je vois tout ce que ça donne, c'est clair qu'on n'a pas encore eu ce qu'on espérait, on va dire.
Mais on s'est dit qu'on est vraiment parti des zéros, on a pu créer de la valeur. Aujourd'hui, avec le Covid, on voit pas mal d'applications qui sortent ça et là, qui se présentent. C'est vraiment génial. Moi, je suis contente parce que ça voudrait dire qu'on a misé sur la bonne part. Parce qu'on faisait partie des premières personnes qui ont pensé et qui sont toujours dans la vérité en disant que le mariage, santé et nouvelles technologies, c'est un mariage qui dure et qui peut sauver de nombreuses vies. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Et je me dis qu'avec le pass santé, ça pourrait aller beaucoup plus, ça pourrait aller à une autre dimension, absolument. Véritablement. Parce qu'il ne faut pas sortir, pour moi en tout cas, juste des solutions pour une pandémie X qui est là et qui part. Non. Il faut une solution qui soit pérenne. Une solution qu'on crée, mais qui ne va pas que servir au Covid, mais les pandémies à venir. Mais qui puise sa source depuis la genèse, depuis l'historique même du patient. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, on parle c'est vrai, heureusement en plus, de nombreux pays africains, la BAD avec l'initiative, les Smart Africa, tout le monde, les gouvernements, tout le monde demande aux entrepreneurs de proposer des solutions. Ouais. Ok, il n'y a aucun problème. Mais comment prendre en charge un patient atteint du Covid si on ignore tout de son parcours? Comment le faire? C'est difficile. Surtout quand on nous dit que les personnes qui souffrent d'affections chroniques sont très, très sensibles à ce mal-là. Donc, il est important d'avoir toutes ces informations derrière. Absolument. Donc, pour ma part, je pense que, nous, on a dit que voici une solution pour nous contribuer à l'effort global qu'on met à disposition. Il faut l'utiliser. On met à disposition de l'État, on met à disposition de institutions, tout ordonnateur qui voudra bien l'utiliser, travailler sur cette solution, parce que pour nous, c'est véritablement c'est même pas le carnet de santé, c'est l'ADMI. C'est le dossier patient informatisé, carrément, en fait. C'est ça, en fait. Ouais. C'est le dossier patient informatisé qui vous suit partout. Dis-moi, techniquement parlant, concrètement parlant plutôt, j'ai mon bracelet. Ouais. Je suis tombé, j'ai eu quelque chose, une crise d'épilepsie. Quand le pompier il vient, comment ça se passe, en fait? Alors, tu vois, moi, tu peux facilement, il y a deux choses, depuis l'application web ou l'application mobile. Moi, j'ai l'application mobile ici. D'accord. Donc, j'ai mon bracelet, tu vois. On revient au micro avec nous. Hein? Parle au micro. Voilà, donc j'ai un bracelet, tu vois, j'ai mon bracelet. Et chaque bracelet, tu vois, il y a un identifiant, un code PIN qui est unique à chaque personne. Ouais. Donc, il me suffira, moi, quand il vous vient, qu'il vous assiste, il rentre les informations qui sont au dos du bijou. D'accord. Simplement. Et quand il le fait, il va avoir l'identité du patient déjà. Ok, d'accord. Tu vois, ça dit, ça c'est un premier niveau d'accès parce que c'est des données de santé, c'est des données sensibles, donc il y a véritablement différents niveaux d'accès. Donc l'urgentiste simple, tu vois, je sais que c'est moi, c'est Corinne. Donc j'ai mon groupe sanguin, donc là si c'est qu'il me fallait une perfusion, bon écoute, t'as pas besoin d'aller encore faire des analyses. Tu connais mon groupe sanguin déjà. Absolument. Donc déjà, personne à contacter, est déjà là. Mes assurances, sur coup, tu me prends en charge rapidement. D'accord. Voilà, je suis allergique à la quinine. Ok. Tu vois, je t'ai dit asthme, sinusite. Alors, j'ai mes vaccins. Donc, je reçois les notifications de mes rappels de vaccins, de mes rappels de rendez-vous médicaux, dentiste, neurologue, tout ce que tu veux. Ok. J'ai mes médecins traitants qui sont là. Et si j'étais sous traitement médical, j'aurais. Donc, ça, c'est juste l'urgentiste. Juste l'urgentiste. Oui, parce que lui, il a besoin juste d'informations de premier secours. D'accord. Juste ça. Okay. Le médecin, il ira beaucoup plus loin. Ouais. Il a accès à ça, mais à l'historique complet. Okay. Tu vois, l'historique complet. Donc déjà, avec ça, l'urgentiste qui me prend, il sait au moins en m'évacuant. Elle est asthmatique, faites attention. Si elle était diabétique, avant de me faire une perfusion, il aurait pu le dire rapidement. Donc, tu vois, ça réduit le temps de prise en charge du patient grâce aux informations qui sont disponibles là à l'instant T. Tu vois. Donc, et tu sais, pour la petite histoire, 70% des personnes qui vont aux urgences, des décès aux urgences sont dus aux erreurs médicales. Ok. Oui.
D'accord. Tu vois? Les gars ne savaient pas les informations et Oui. ils foutent. Ok. Aux États-Unis, c'est quoi? C'est la troisième cause des décès après les AVC et puis le cancer. D'accord. 250 000 décès par an. D'accord. Des erreurs médicales. Oui, parce que- en France, c'est 60 000 décès par an. Et ça, c'est les chiffres de 2018. D'accord. Donc, quand tu dis ça, je vais aller un peu plus en détail, c'est quand, par exemple, il y a une personne qui est dans qui a un choc, on va dire, l'instant T, et Oui. quand ils viennent lui administrer les premiers secours, et ils se On trompent, ignore entre tout, on guillemets. peut se tromper. D'accord, ok. On peut se tromper. Moi, si tu n'as aucune information de mon historique, tu Ouais. ne sauras pas que j'ai été épileptique, tu vas peut-être me donner autre chose qui ne passe pas, ou bien je suis sous traitement, tu me donneras des médicaments, il y aura une interaction. Mais Ou c'est- encore là, j'ai une crise, là, j'ai fait une crise du Covid, tu me donneras de la quinine si c'était le cas. Alors que moi, quand tu me donnes de la quinine, j'enfle, j'ai le corps qui s'irrite, une je allergie. commence à... Vraiment, tu vois, un peu, je suis vraiment, vraiment allergique. Mais c'est tellement vrai que je te dis, ça me fait penser juste à mon neveu, puisque c'est récent. Et pour les enfants, c'est encore plus grave parce qu'ils ne peuvent pas tout le temps. Il peut pas s'exprimer. Ils peuvent pas. Ouais, Ils peuvent pas. Non, mais c'est pour ça que je dis, ça me parle tellement là, puis comme c'est récent l'événement, parce que quand les pompiers sont venus, ils nous posaient une attaque de questions. Et éventuellement, si tu as la personne qui est choquée, parce que nous, on aime bien être dans beaucoup d'émotions, nous les Africains. On les n'arrive Noirs, pas à parler. Exactement. Donc, ouais, ils ne peuvent pas parler. Regarde son bracelet, c'est fini. Non, c'est totalement. C'est ça. C'est ça, en fait. Parce que moi, j'avais ma tante, paix à son âme, qui est décédée d'un cancer du sein. Mais à chaque fois qu'on appelait les SAMU, ils posaient plein de questions. Souvent, dans la précipitation, on oubliait de prendre le carnet. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est pas le premier réflexe. Voilà, c'est pas le premier réflexe qu'on a. Et même quand tu sors, c'est pas le premier réflexe. Donc, du coup, moi, en termes de carnet de santé, j'ai plus d'une dizaine. À chaque fois que je vais à l'hôpital, Ouais. madame, votre carnet, aïe. Bon, je veux prendre un carnet. Ok. Oui, parce que je ne le mets même pas dans mon bagage. Bien sûr. Je ne le mets pas. Bien sûr. Voilà, donc du coup, moi, mes enfants, direct, je leur ai flanqué chacun. bracelet. Oui, chacun a. J'ai expliqué à l'école pourquoi ils portent, que de me chercher par moment, parce qu'entre entrepreneurs, on voyage beaucoup, on n'est pas tout le temps là. S'il y a une situation, voilà le minimum d'informations. Ouais. Voilà. Et puis le reste, voilà. Ok. Toujours techniquement parlant, quand les gars ils ont ça, ils ont le bracelet, il faut avoir l'application hein, pour. L'application, pour pouvoir lire l'information, Ouais. il y a deux niveaux. Soit l'application mobile, Ouais. soit l'application web, donc directement Ouais. sur le web. Ok. Et là, on est en train de développer le USSD pour justement les téléphones, comme les mobile money, taper des syntaxes D'accord. pour pouvoir les avoir. Donc pour l'instant, c'est web Ouais. et mobile. À l'hôpital, il faut qu'ils aient quoi pour. À l'hôpital, ils peuvent avoir, on a vraiment facilité l'ordinateur, Ouais. soit un ordinateur, soit une Internet, tablette, ouais. soit un téléphone avec une connexion Internet. En fait, la solution peut fonctionner offline, sans connexion Internet. Sauf que, Génial, ça. Ok. sauf que, Ok. s'il n'y a pas de connexion, quand il vous prend en charge, l'information reste stockée à son niveau, ce médecin-ci. D'accord. Or, il faut synchroniser les informations Les terrains d'information. parce que quand tu sors d'ici, Ouais. tu peux être prise en charge, tu peux avoir un problème dehors, je touche, je bois, qu'en partant là, j'ai un malaise dehors, Ouais. qui puisse m'assister derrière. Exactement. C'est juste pour ça qu'on a vraiment besoin de connexion. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à l'ère des Normalement. nouvelles technologies. Il faut vraiment... Et moi, je pense qu'à toute chose, c'est vraiment déplorable la situation qu'il y a aujourd'hui. Avec le Covid, c'est vraiment triste. Parce qu'il y a des pertes en vie humaine, Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que ça va nous apporter après. Absolument. Après, il faut que les centres de santé apprennent à être informatisés. C'est très important. Ça réduit le temps de prise en charge. Imaginez-vous un peu le dépistage. Aujourd'hui, d'abord, même avant d'arriver au dépistage, tout le monde a peur de se rendre dans un hôpital. Tout le monde. Tout le monde. Ouais. Les gens restent à la maison. Reste à la maison, on utilise nos plantes. Oui, ils utilisent les plantes ou bien ils vont directement à la pharmacie. Ouais. Ils ont peur. Donc aujourd'hui, avec des solutions telles que le pass santé ou toute autre solution, on peut faire, on peut permettre de prendre en charge ce patient-là en ligne, l'assister en ligne. C'est surtout ça ce qui est important à faire. Suivre son évolution. Parce que traiter le Covid, c'est bien beau. Mais après, le suivi de ce patient, il faut le suivre. Il faut voir comment ça avance, son parcours. Le monsieur, il est confiné à domicile, ne peut pas se déplacer. Il y a des personnes qui s'auto-confinent. Parce qu'il s'est dit, bon, j'ai touché, j'étais en contact avec une personne qui a... Mais cette personne-là, comment est-ce qu'on peut l'assister derrière?
Elle peut s'être assistant en ligne. Le médecin, il a son interface. Ouais. Donc, je l'appelle. Bonjour, docteur. Je me rends même pas. Je le contacte parce qu'une fois que vous faites une demande en ligne, Ouais. tous les médecins du réseau ont l'information. Ils ont des notifications, messages, téléphone et mail. Donc, du coup, quand je prends et que je décide de traiter votre cas, il désactive chez tous les autres médecins. D'accord. Voilà. Donc, du coup, on est en contact, on échange. J'ai fait mon test en ligne. Je présente plus ou moins des signes. Si les signes s'avèrent positifs, OK. L'information est envoyée aux urgences qui vous assistent automatiquement. Ou encore, si vous ne présentez pas des symptômes, mais vous avez besoin d'être, on va dire, d'être assisté. Ouais. Vous donne toutes les informations qu'il faut. Mais derrière, c'est comme un moniteur où il surveille l'évolution de ses patients. Parce que même dans tout hôpital, les médecins font, comment on va dire ça, ils font un tour de les différents patients par jour. Ouais. Chaque jour, ils font le tour. Ouais. C'est ce qu'il ferait. Juste qu'il est assis juste devant l'ordinateur. Absolument. Il rentre l'identifiant de Corinne. Il voit, ouais, aujourd'hui, d'accord, elle a pris sa température, elle est, ok, il n'y a pas de problème. Là, ça augmente. Il faut plutôt envoyer un médecin là-bas ou bien... Ça va éviter beaucoup de choses. Parce que dans le transport pour aller à l'hôpital, il y a la contamination. Eh ben, tu vois ce que je viens de dire. Tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait éduquer les gens. Ça, ce qu'elle vient de faire, c'est l'éducation. Moi, je suis très direct. Ça évite, ça va permettre de réduire le taux de mort, très concrètement. Oui. Donc, ça dit les chiffres. Et ça stoppe la propagation. Absolument. Donc, donc tu as été voir, on va dire, le gouvernement, entre guillemets. Est-ce que tu as été voir les organismes privés, directement les cliniques et tout ça, pour leur parler de ça dans cette situation de Covid ou avant ? Avant. Oui, avant, je l'ai fait. Avant, je pense que j'ai compris que je m'y prenais mal. D'accord. Donc, j'ai changé un peu. Je suis d'abord allée vers la population. Non, tu as fait public, mais public a dit non. Oui. Et là, tu es allé dans le privé. Oui. D'accord, ok. Ok, ça, c'était parfait. Ok. Parce que j'ai eu des cliniques privées. Ouais. J'ai eu des syndicats de cliniques. Ouais. J'ai eu des syndicats de médecins. Yes. J'ai eu des ONG dans la santé. Donc, j'ai eu vraiment l'écoute que je voulais. D'accord. Surtout pour tester, en fait. Yes. Donc, pour moi, si le privé, on y va, c'est-à-dire que j'ai déjà une couche de la population. Ouais. Et puis, une couche, pas de la population, mais des acteurs de la santé. Ouais. Et c'était l'autre couche. Et par la grâce de Dieu, on a eu, en mars dernier, une convention, on a été conventionné par le ministère de la Santé. Okay. Donc, du coup, c'est un gros ouf qui nous ouvre les portes du public, quoique ce ne soit pas toujours évident parce que le public, il y a vraiment, on va dire, la chaîne est vraiment longue. Ouais, c'est beaucoup plus long en termes de processus. Voilà, le process est très long. Il doit faire valider par TRIC, ça doit valider par là, ça doit valider par ci, parce que déjà avec la convention, ça nous permet de partir partout, mais quand tu vas, c'est le directeur départemental là. Ah non, madame, attendez ici, oui, mais comment on va faire ? C'est-à-dire que bon, dans tous les cas, on avance avec ceux qui ont... Parce qu'il faut des prérequis, il faut des éléments qui sont déjà... Et... Pourquoi je parlais d'éducation, de formation ? Les gens, ils ne comprennent pas que c'est dans leur intérêt, en fait. C'est surtout dans l'intérêt. On va parler après cette interview, parce que je vais te montrer comment on va leur faire comprendre. C'est pas possible. Parce que c'est dans l'intérêt. On a toute une solution qui est là. Ouais. C'est comme si tu me donnes, moi, des outils pour véritablement gérer ma com. Mais écoute, moi, je l'applique direct. C'est pour ça que je dis, on va parler après. Non, sérieusement, parce que... Quel est le coût, quel est le montant, comment ça coûte ? Le pass, il est au coût de 5 000 francs CFA. D'accord. Voilà, donc quand vous en procurez le pass, 5 000 francs, voilà, la première année, vous ne payez rien. Après la première année, chaque année, il y a des abonnements qui sont à 1 000 francs. D'accord. Annuel ? Oui, annuel. Mon Dieu. Oui, c'est vraiment dérisoire parce que derrière, c'est un projet à caractère social surtout. J'ai dit tout à l'heure que ça me parle. Mais les 1 000 francs, c'est surtout pour les réabonnements, pour l'entretien de la plateforme, la maintenance, les notifications, messages qu'on reçoit, ça a du coût. Voici un peu ce pourquoi on fait cela. Sinon, s'il n'y avait pas tous ces coûts qui prenaient en ligne de compte, à la limite, voilà. C'est nécessaire pour avoir un produit de qualité. C'est surtout ça. On ne peut pas couper certaines choses qui sont essentielles. Et l'esprit de gratuité, ça...
C'est gratuit. Et derrière, c'est les équipes qui travaillent parce qu'après, il y a une équipe qui est là, vraiment recherche et développement, qui passe son temps de réfléchir, comment implémenter d'autres solutions, comment, jusqu'à avoir une solution adaptée aux réalités du terrain. Tu sais quoi, il y a comment ça s'appelle? La dernière fois, j'ai interviewé un jeune homme qui a monté sa boîte de com. En même temps, comment on appelle ça? En même temps salarié, il s'appelle Ismaïla Yokouin. Du coup, il a cette idée en Afrique, il doit y avoir le Facebook de demain, le Apple de demain et tout. Et quand tu me parles de ça, plus j'y pense, plus je me dis c'est ça. Mais je ne dis pas que tu es à leur niveau, mais pour moi, c'est ça. Les gens, je pense qu'il y a trop de personnes qui pensent qu'il faut, comme je dis, créer son propre réseau social. Il faut créer des choses qui sont utiles aux gens. Facebook a vu qu'il y avait une demande, ou en tout cas a vu qu'il y avait une possibilité de créer quelque chose qui va rassembler les gens. Réseauter tout le monde. Ça, là, c'est plus que d'utilité publique. C'est réellement un truc de dingue. Moi, quand on en parle dans ma tête, c'est peut-être parce que j'ai eu ce choc-là de ma petite sœur et de mon neveu, c'est encore plus. Mais tu sais, je pense que tout le monde, je dirais même tout le monde, a forcément vécu une situation pareille avec un proche. Tout le monde. Quand tu as des enfants, on était dans la clinique dans laquelle on est, on nous a vendu des carnets. Moi, j'ai plus besoin de courir. Oh, chérie, il faut qu'on prenne le carnet. Je mets ça à mon enfant. Direct. C'est fini. Direct. Et ce qu'on a fait même au niveau des mères-enfants, parce que l'enfant, souvent à la naissance, il est trop petit, il ne peut pas porter peut-être des bijoux. On a dû associer le compte de l'enfant à sa mère. On a fait des comptes associés. Donc du coup, je suis super excité par ça. Du coup, ça permettrait de pouvoir suivre l'enfant au travail du compte de sa mère. Et pour les enfants, c'est comme ça, jusqu'à majorité, jusqu'à ce que l'enfant ait. C'est-à-dire que donc l'enfant de 0 il est sur le à 11 ans, à 11 mois, pardon, il est sur le parcours de sa mère, donc il n'a pas besoin du device. Donc du coup, c'est gratuit pour lui. Il travaille sur le compte de sa mère. Sauf qu'à partir de 1 an, il commence à en avoir parce qu'il est suffisamment bien, sa peau est moins sensible, il peut porter n'importe quel device qui irait communiquer son état de santé. Mais ça, il peut rester sur le compte de sa maman? Oui, il demeure sur le compte de sa maman. Il demeure sur le compte de sa maman. Moi, mes enfants demeurent sur mon compte, parce qu'on ne sait jamais. Mais est-ce qu'il a besoin de porter le... Il n'en a pas besoin pour l'instant, l'enfant. Je ne parle pas à sa naissance, je parle après les 1 an. Après les 1 an, il peut ne pas porter. D'accord. Vous pouvez ne pas lui faire porter. Le truc, c'est que s'il bouge sans vous, il n'y a pas le truc. Voilà, c'est surtout ça. Voilà. Même aujourd'hui, on va dire que pour la situation actuelle, par exemple, nous, on permet au travers de la plateforme de pouvoir s'autodépister, d'avoir... vous pouvez aller vous inscrire gratuitement sans avoir le device et puis avoir vos informations. Par contre, si je l'ai, que c'est juste pour le garder dans mon téléphone, je ne sais pas à quoi il sert. Parce que quand on a un accident, ce n'est pas parce qu'on est en Afrique, mais je dirais, quand on a un accident, la première chose que les gens volent, c'est le téléphone. C'est ce que ma femme m'a dit. Je t'assure, elle m'a dit même les secouristes font des trucs bizarres. C'est mon téléphone qui s'en va en premier, ou encore mon portefeuille. Donc, du coup, là, sur coup, quand c'est parti, là, comment est-ce que je fais? Moi, j'ai pris pour habitude mon téléphone, je ne le verrouille jamais. D'accord. Parce que je ne sais pas à quel moment on peut m'assister, il peut me truc. Depuis le problème à Wafadiga, quand j'ai vu, ça m'a vraiment traumatisé. J'ai déverrouillé mon téléphone, il est ouvert. Ce que tu veux voir, tu verras et je m'en fous. Parce que derrière, c'est mon état de santé. Et si j'ai permis cela, donc c'est pas ça qui est un problème. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui me parlait de données à caractère personnel. Je lui ai dit, mais oui, la plateforme a été auditée, tout et tout, mais on est en situation de crise. Quand on est en situation de crise, on prend des mesures qui s'imposent. Absolument. J'ai une amie qui est en Tunisie, Imen, qui fait partie du groupe Talent, qui disait la dernière fois, elle me dit, Corinne, tu sais quoi? Mais ton truc, finalement, quand j'y réfléchis, c'est génial parce que, est-ce que tu sais que c'est ce qui a été fait en Chine pour stopper la propagation, pour régler le problème? Je dis comment? Elle dit, contrairement à avoir un bijou, chaque population, ils avaient un QR code propre à chaque personne, qui traquait chaque individu, son parcours, son déplacement, où il partait. C'est ce qui a été fait en Chine, jusqu'à stopper la propagation. Donc, on connaissait les mouvements et les parcours de chacun, de tout le monde. Moi, je ne savais pas, je te promets. Moi, j'ai vu ça aussi. Tu as vu ça aussi? Oui. Mais moi, je ne savais pas. Elle me dit, c'est la même chose que tu es en train de faire. Du coup, mais le truc, c'est que toi, tu l'as pensé un peu plus tôt.
Les gens n'ont pas tenu compte. Et je pense qu'ils ne font pas la veille parce que s'ils faisaient la veille, j'aurais vu que c'est ce qui s'est fait en Chine pour stopper le problème, la propagation. Ils auraient fait pareil. Surtout que c'est à ça que ça sert. Traquer, suivre le patient. Actuellement, on ne va pas nous parler de non, on ne peut pas traquer, il y a les droits des personnes. Il faut des mesures drastiques pour régler ce problème. Au-delà des mesures drastiques, et là je ne m'adresse même pas aux autorités, parce que moi j'aime bien, avec cet internet-là, moi j'aime bien m'adresser directement aux gens. C'est ça, c'est aux gens directs. Vos données personnelles, là, tout le monde, ouais, ma vie privée et tout. On a dit Facebook. Tout le monde, Facebook, ta banque a tes données personnelles, Orange a tes données personnelles, MTN a tes données personnelles. Tu les fous tout le temps sur Internet, tes données personnelles. Il n'y a rien de personnel. Franchement. Il n'y a plus rien de personnel réellement. Et là, c'est pas parce que la dame, entre guillemets, elle va aller s'amuser à je sais pas quoi. C'est pour ta propre santé. Donc, je sais pas de quoi tu parles. C'est ça, en fait. Donc, les histoires de données personnelles. Ok. C'est ça. En fait, c'est exactement le problème. Aujourd'hui, tout le monde parle de... Mais il est question de sauver des vies. C'est ça, en fait. Il est question de sauver des vies. Et mieux, il n'est pas question de sauver la vie d'autrui, il est question de sauver notre propre vie et celle de notre famille derrière. Donc, moi, franchement, c'est pas peut-être parce que c'est moi qui développe, mais je me dis, même si c'était pas Corinne qui avait développé, j'aurais une solution comme ça, j'irais direct. Parce que moi, en plus, mes garçons sont asthmatiques. En plus. Oui, mes garçons sont asthmatiques. Donc, je veux quelque chose qui puisse parler pour eux quand ils sont dans l'impossibilité de pouvoir parler. Et quand on vous offre ce genre de solution, et pourtant, tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'on ne les prend pas. Quelqu'un m'a dit, mais oui, mais c'est mieux d'avoir mon Apple Watch. Je dis, mais tu l'as sur ton téléphone et il ne va nulle part. Donc, quand tu as une crise, là, ce n'est pas chez le médecin d'à côté. Laisse Apple Watch. Non, mais oui. En fait, le mec, quand il m'a dit, j'étais sidérée, j'ai écouté, j'ai dit, bon, écoute, il y a des moments où il faut laisser la personne faire l'expérience de ce qui se passe. Et puis... Absolument. Tu sais, on va dire dans mon expérience de vie qui est courte, hein, je ne suis pas très vieux, j'ai compris que, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat, j'essaie même plus de convertir des gens qui ne sont pas convertissables. Ceux qui veulent acheter, ils en achèteront. Ceux qui ne veulent pas acheter, ils n'achèteront pas. Mon seul travail, c'est au maximum de mes possibilités d'en parler au plus de gens possible. C'est cela. Derrière, tu vas avoir des premiers qui seront excités, ils vont le prendre sans réfléchir. Ouais, ils vont le prendre parce qu'ils ont compris directement. Oui. Il y en a d'autres, ils vont attendre de voir ce que les premiers ont pris pour voir si ça va passer. Oh là là. Il y en a d'autres qui ne vont jamais le prendre. Donc, on ne peut pas avoir tout le monde. Ce qui est bien, c'est même très bien. Ça nous pousse effectivement à nous développer chaque jour pour essayer effectivement de faire en sorte qu'ils puissent comprendre cela. Mais s'ils ne comprennent pas, on ne peut pas se gratter la tête pour eux. On ne peut pas obliger. Et je pense que tu as raison parce que j'ai été confrontée à une situation pareille il y a 3 jours. Quelqu'un qui on a expliqué au cours d'un événement et à qui on a donné. Moi, je l'avais oublié, 2017. Le mec, il m'a envoyé un message, il m'appelle vers 6 heures. Bonjour madame, mon passe ne marche pas. Je dis, ton passe ne marche pas. Je dis, comment? Je dis, donnez-moi vos identifiants. Je dis, mais moi, j'ai votre profil ici, je regarde. Je dis, non, c'est pas ça. Depuis que j'ai pris en 2017, vous m'avez donné là, je ne l'utilisais pas, mais j'ai vu la publicité hier là. Donc, je suis en train de me rappeler les informations que j'ai mises. Je dis, mais vous me demandez quoi? Je voudrais savoir quel est mon mot de passe. Je dis, mais ça, c'est compliqué. Je ne peux pas rentrer dans vos données pour vous donner votre même mot de passe, réinitialiser. Oui, mais je veux le même mot de passe. Je dis, mais vous me demandez l'impossible, vous me demandez de rentrer, de fouiller dans vos dossiers, récupérer votre mot de passe et vous l'envoyer. C'est quelque chose que je ne pourrais pas vraiment faire. Mais c'est comme ce que vous avez dit tout à l'heure. Quelqu'un qui l'a pris avec hésitation et qui l'a rangé quelque part, et aujourd'hui qui le ressort, qui veut lutter, parce que c'est maintenant qu'il se rend compte que oui, avec cette situation-là, c'était l'attente, je vais le prendre que d'aller payer 5 000 francs. Je l'ai sous la main, là, voilà. Tu vois, ils essaient de faire des économies de bout de chandelle. Oui. Bref. Écoute, où est-ce qu'on peut te retrouver, Corinne? Dis-nous tout. Internet, Facebook, LinkedIn, où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-nous toutes ces informations, c'est important. Alors, je suis LinkedIn, Corinne Maurice Ouattara, je suis Twitter. Le Pass Santé également ici, LinkedIn, Pass Santé Mousso, Twitter. Sur notre page Facebook officielle, Pass Santé Mousso. Je ne dirais pas ma propre page,
parce que ce n'est pas moi qui suis importante là, c'est la solution qui est importante. Ok. Donc, le Pass Santé Mousso, et nos bureaux sont à Marcory, Sainte-Thérèse. Et généralement, moi, je suis joignable, on est joignable sur les téléphones également, ou bien par mail. Ouais. Par mail, info@santemousso.net ou encore dg@mcm-du6ci.com, ou par téléphone, qui est un call center, qui est le 08 28 90 06. Donc, on est vraiment joignable, disponible 24/24. Et quand je le dis, c'est vraiment 24/24. Yes. Juste, quel est l'avenir du Pass Santé Mousso? Quel est l'avenir de Corinne? De Corinne ou du Pass Santé? Les deux. D'ici 5 ans, comment tu vois ça? Quels sont vos Ben, objectifs? moi, vraiment, ma vision pour le Pass Santé, c'est d'en faire le carnet par excellence des Ivoiriens. Voilà. Et puis de participer véritablement à faire de l'Afrique le premier continent de la e-santé. C'est ça véritablement ma mission. D'accord. Pour moi, on a raté la révolution industrielle, mais la révolution numérique, l'Afrique doit s'en accaparer et puis pouvoir rattraper son retard économique. Avec Voilà. de tels projets, j'en doute absolument pas. Réellement, Voilà. on est des créatures du créateur. Je pense qu'on a cette faculté aussi à Voilà. créer, entre guillemets, certaines choses. Et puis, quelque en chose tant de- que Corinne Ouattara, je dirais que mon objectif, c'est surtout de pouvoir impacter ma génération derrière et dire qu'on peut véritablement partir de zéro, créer de la valeur, mais surtout à force de persévérance, ne pas vraiment baisser les bras. Rien n'est facile. J'ai l'habitude de dire à mes fils que même quand on mange, c'est fatigant, mais on ne peut que manger, alors que manger, c'est agréable généralement. Donc, quand tu vois une difficulté en face, quand tu vois une situation en face, que de penser à une difficulté, dis-toi que c'est un défi que tu dois relever. Essaie de trouver la solution pour pouvoir essayer de pouvoir passer cette difficulté, parce que quand tu arrives à le faire, tu te sens encore plus grandi. Voilà. Yes. Bah, écoutez, voilà. Hein. Ah, écoutez, j'étais avec Corinne Maurice Ouattara dans l'expérience Yannick Yao. Comme je vous le dis, peu importe la plateforme sur laquelle vous trouvez, YouTube, Instagram, LinkedIn, sur les podcasts, Apple, Spotify, commentez réellement, partagez, surtout avec des profils comme celui qu'on a de côté, c'est réellement super intéressant. Et allez prendre ce Pass Santé Mousso, parce que réellement, je pense que c'est vraiment un bon pas là où on veut aller. C'est ça. Donc, merci à tous et à très bientôt. Hey YouTube, ici Yannick Yao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux t'abonner en cliquant ici pour recevoir les nouvelles qui seront publiées, et aussi cliquer ici pour voir l'une des vidéos récentes qui sont assez constructives à mon avis. Allez, à très bientôt.